Un sujet qui a été longtemps sous le silence, l'autisme. Il semblerait que dans les dernières années, le trouble du spectre de l'autisme est en hausse, et ce de manière constante. On va en découvrir un peu plus aujourd'hui. Aujourd'hui, mes invités à l'émission, Dominique Daunet, éducateur spécialisé à la clinique Autisme et Asperger de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume Bertrand, qui fait parfois des conférences et qui est Asperger. Bonjour, Guillaume. Bonjour, merci de me recevoir, Valérie. Ça me fait plaisir. Guillaume, les symptômes d'une personne autiste varient sur un continuum de léger à sévère. Toi, comme je le disais, tu es Asperger. Est-ce qu'on pourrait dire que tes symptômes sont plus légers? Léger, c'est possible que oui. Cependant, ils sont surtout concentrés à des endroits spécifiques et apparents dans certaines situations particulières. Aurais-tu des exemples? Oui, comme tantôt au métro, je voulais t'appeler parce que je n'étais pas à la bonne porte et au bon endroit. OK. Ce qui était beaucoup plus stressant, et d'autant plus que mon cellulaire ne tient pas vraiment le coup quand il fait très froid dehors. Et ça, c'est des difficultés qui s'enchaînent, surtout que je ne prends pas souvent le métro. Donc, il y a des situations, quand qui sont plus inconnues pour toi, tu as plus de difficultés à gérer ton stress, c'est un peu ça? Je sais un petit peu vers où me tourner. Oui. Cependant, c'est comme si je me mettais ça un peu sur le dos. Je suis pas toujours fier de ce que je fais. Ah, tu te chicanes beaucoup toi-même un peu. Oui, mais je reviens vite à la réalité, de dire OK, c'est normal, puis on passe à autre chose après. Là. Super. Dominique, quelles sont les caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme? En fait, c'est une façon différente de traiter l'information au niveau du cerveau. OK. C'est que nous, on nous nomme les neurotypiques. Donc, Oui. on a au niveau du cerveau, bien, notre cerveau s'est développé généralement comme la population. Oui. Dans leur cas à eux, en fait, c'est qu'ils vont avoir de la difficulté à avoir ce qu'on appelle développer la théorie de l'esprit. OK. Théorie de l'esprit, c'est la capacité de faire des hypothèses sur ce que les autres pensent. Oui. Nous, on a cette facilité-là en tant que neurotypique, mais des fois, ça peut être un défi pour eux. OK. Donc, ça va être souvent les manifestations au niveau de la communication, au niveau des interactions sociales. Il va y avoir des comportements qui vont être stéréotypés. Il va y avoir aussi au niveau des défenses sensorielles, c'est-à-dire des hypersensibilités, que ce soit OK. au bruit ou au toucher, ou des hyposensibilités. Par exemple, ne pas ressentir la douleur ou des choses comme ça. Donc, ça peut être certains critères, là. Il y a aussi tout l'aspect des intérêts restreints. Aussi, c'est de se concentrer sur un intérêt en particulier. Ça peut être vraiment variable, là, que ce soit quelqu'un qui va aimer beaucoup les cartes d'hockey. Oui. Donc, il va vraiment se concentrer Sur ça. puis s'informer sur le sujet en tant que tel. Là. Je voulais ajouter que de mon côté, c'est tout à fait le contraire. Mes intérêts sont vraiment variés. Cependant, il y a plus une force d'amour, si je pourrais dire, à certains niveaux, comme le doublage. Oui, comme tu me disais. Ou certaines choses comme le tennis, le gym. Puis maintenant, je vais aller à Laval prochainement, probablement au Sheraton, pour entendre des conférences sur le fitness, puis la façon de se mettre en forme. J'ai très hâte, c'est en novembre prochain, mais c'est pas sûr que je vais y aller, mais ça m'intéresse énormément parce que je fais le programme Les Mills au gym virtuel chez Énergie Cardio. Donc, tu touches à plusieurs domaines différents qui te passionnent autant. Oui, absolument. Puis j'essaye de m'ouvrir à plusieurs choses, puis me mettre dans la peau des autres. Et plusieurs aspects que je faisais pas avant, mais que j'ai développés au milieu du secondaire, à peu près vers 15 ans. J'étais plus ouvert sur le monde puis à mon environnement. Dominique, il semblerait qu'on divise le degré de sévérité en 3 niveaux pour le trouble du spectre de l'autisme. En fait, avec le manuel de diagnostic de santé mentale, le DSM-5, effectivement, pour diagnostiquer, ils ont établi des niveaux, ce qui n'était pas là auparavant. OK. Niveau 1, 2, 3. Donc, c'est vraiment au niveau de l'aide. Par exemple, un niveau 1 ça va être une aide minimale. Un soutien minimal. Ouais. Le niveau 2 va être un soutien substantiel. Et le niveau 3, un soutien très, très, très substantiel. Donc, à ce moment-là, bien, la personne va être sévèrement... elle va avoir des... par exemple, au niveau des imprévus, au niveau du fonctionnement, elle va avoir de la difficulté au quotidien pour un niveau 3, par exemple. Donc, avec la gestion de stress. Tout à fait, tout à fait.
Ouais. Puis souvent, j'ai l'impression que, en tout cas dans les dernières années, quand on parlait de personnes autistes, on pensait plus aux personnes qui ont vraiment de la difficulté à entrer en contact avec les autres. Tout à On fait. avait plus cette image-là. Mais Guillaume, tu as beaucoup de facilité à entrer en contact avec les gens. Donc, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Oui. Sauf pour entrer dans un groupe. Mettons que je joue au bowling le jeudi soir Ouais. depuis très longtemps. Il a fallu que quelqu'un me présente au groupe, quelqu'un avec qui que je m'entends bien, sinon, oublie ça, Ça, c'était c'était le trop néant. difficile. Cependant, quand je fais des conférences, je me soucie pas du tout de qu'est-ce qu'il y a en avant. Mais, je veux dire, de la façon que j'y vais, puis je vois qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre, puis je vais Tu peut-être te concentres sauter plus sur ça. plus facilement un sujet si c'est moins d'intérêt. Mais en général, les gens sont extrêmement contents des messages que je passe, puis très intéressés. Dominique, as-tu d'autres exemples de manifestations qu'une personne autiste peut avoir? Bien, par exemple, lorsqu'on parle de niveau 1, un peu comme Guillaume, en fait, ça s'apparente plus à un syndrome d'Asperger Oui. qu'on nommait auparavant. Ouais, jadis, c'est vrai. Jadis. Donc aujourd'hui, on peut plus dire ça? Ben, il n'y a pas de on peut plus, Il n'y a pas de on peut plus. Oui. Nous, à la clinique, on a décidé de conserver l'appellation, le terme, parce qu'il y a des caractéristiques particulières, puis il y a eu un peu de débat face à ça, là, mais nous, on a décidé de le conserver. Mais par exemple, pour un niveau 1, les manifestations sont plus d'ordre au niveau des habiletés sociales, c'est-à-dire, comme Guillaume disait, comment je fais pour entrer en relation, initier la conversation, des fois aussi d'être capable de savoir à quel moment je suis capable d'entrer dans la conversation s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont en train de communiquer. Ça, il y a énormément eu d'amélioration de mon côté parce qu'on l'a travaillé. Ce que Donc, je c'est constate, positif de voir qu'on peut travailler sur Tout à fait. certains Ben éléments. oui. Ce que je suis content, c'est qu'il y en a qui m'ont donné une chance, justement, d'entrer dans le cercle. Puis c'est ça qui est merveilleux, là. C'est ce qu'il faut faire. L'évitement, ça ne sert à rien. Puis plus jeune, j'en ai vécu pas mal plus qu'à l'âge adulte, où on me dit, là, Guillaume, c'est le temps de parler. Puis tu le sais que quoi dire, quoi pas dire. Fait que tu sois prudent, mais c'est vraiment agréable. Mon amour des relations sociales est grand. Ça s'améliore, c'est le fun. Oui. À partir de quel âge, Dominique, un enfant peut recevoir le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme? À la clinique, on commence à évaluer à partir de l'âge de 2 ans et demi. OK. Mais avant ça, à moins que les manifestations soient très marquées, ils peuvent faire des hypothèses, mais de donner le diagnostic en tant que tel, à peu près vers 2 ans et demi, 3 ans, là, c'est l'âge plus critique. Là. Quelles sont les manifestations d'un bébé autiste? Ça doit être difficile à Bien, voir. un enfant qui va aligner des jouets, qui va réagir à un changement de routine, OK. à des imprévus. L'aspect sensoriel n'est vraiment pas négligeable, c'est-à-dire OK. au niveau des 5 sens. Quelqu'un qui va avoir des des hypersensibilités, comme je le mets tantôt, bien ça va faire partie des réactions, là, que ce soit au froid, au chaud. Il y en a d'autres que ça va être au niveau d'un rituel, on ne peut pas changer dans la maison ou des choses comme ça. Donc, On peut le détecter. on peut le détecter, puis je dirais que les gens sont un peu plus à l'affût comme ça dans les milieux de garde, ou que ce soit les parents maintenant, c'est un peu plus démystifié. Donc, Oui. Puis je Ouais. fais attention maintenant aussi. Je trouve le bon moment pour dire oui, la personne, oui, je suis TSA ou non, ou pas en parler. Mais OK. c'est certain que je vais le mentionner seulement quand que je vais sentir qu'il y a une connexion, puis C'est intéressant, ça. ou que c'est vraiment difficile dans un certain contexte, mais pas. Donc, toi, tu préfères le dire quand tu sens qu'il y a un peu une ouverture de la part un de l'autre début, au moins. personne? Ouais, au moins un début d'ouverture. Dominique, tu travailles pour la clinique Autisme et Asperger de Montréal. Vous ne faites pas juste poser des diagnostics. Vous avez vraiment plein d'ateliers qui touchent à chaque aspect de la vie d'une personne autiste que je trouve très intéressant. J'en ai vu quelques-uns. Peux-tu nous en décrire? Oui, tout à fait. En fait, on est une équipe multidisciplinaire. Donc, on a des psychologues au sein de l'équipe. On a aussi des psychoéducateurs. Moi, je suis éducateur spécialisé. Oui. Donc, on donne des ateliers, que ce soit sous forme individuelle ou en groupe, ou des suivis individuels au niveau de la gestion des émotions. On appelle ça le recadrage diagnostique, c'est-à-dire d'expliquer le diagnostic à une
personne. En plus, des évaluations qui sont faites par les psychologues. Il y a aussi de l'intervention comportementale intensive pour les plus jeunes, donc les 0-6 ans, qui sont donnés aussi par l'équipe. Puis, on a des suivis au niveau des couples. Donc, on a plusieurs couples, des adultes, dont une personne est TSA, l'autre ne l'est pas. Donc, c'est le type de service qu'on offre, là. Aussi des rencontres d'amitié. On a une page Facebook pour la clinique aussi. Puis, notre directrice, c'est le Dr Isabelle Hainaut, là, qui est sexologue et psychologue, assez reconnue mondialement. Là. Donc, on peut vous trouver le numéro de téléphone sur le site web, vous contacter pour tous vos services. Tout à fait. Super, merci beaucoup. Depuis plusieurs années, on tente de découvrir les causes du TSA, du trouble du spectre de l'autisme, et même du côté des scientifiques, il n'y a toujours pas de consensus. Dominique, pourquoi c'est si difficile de déterminer les facteurs déclencheurs? Puis jusqu'à présent, quels sont les plus plausibles? Bien, en fait, c'est une combinaison de facteurs. OK. Donc, au niveau des facteurs, il y a les facteurs génétiques, les facteurs physiologiques et il y a aussi des facteurs neurodéveloppementaux. Présentement, au niveau des hypothèses, bien, c'est certain qu'il y a les mutations génétiques à ce niveau-là. Il y a aussi, au niveau physiologique, toutes les intolérances, que ce soit au gluten, à caséine, mais encore là, c'est des hypothèses. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. Par contre, ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est des imageries cérébrales. Donc, les facteurs neurodéveloppementaux, c'est que au niveau des aires d'activation du cerveau, donc si on prend un cerveau d'une personne neurotypique versus personne TSA et qu'on met le même type de situation, on va voir que les aires d'activation sont différentes d'un cerveau à l'autre. Ils réagissent différemment. Oui, ça, on été capable de prouver ça. De le prouver scientifiquement. À un moment donné, j'avais entendu qu'il y avait peut-être des facteurs environnementaux. Est-ce que ça, c'est plus... Il n'y a rien de scientifiquement prouvé par rapport à ça. Je vous dirais génétique, par expérience. Bon, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. Dans la famille, souvent, fratrie, un oncle, un grand-père. Ça, on le voit souvent. On en retrouve souvent. Là. Guillaume, je serais curieuse de savoir, si on parle de ton parcours scolaire, étais-tu dans une classe spécialisée ou dans une classe régulière? J'ai fait les deux, régulière et spécialisée. À Vanguard, c'était plutôt spécialisé à Montréal, 2 ans de temps. Au Collège Champagneur à Rawdon, j'étais pensionnaire, mais dans une classe régulière. Ensuite de ça, je suis allé 1 an avant le secondaire, en pré-secondaire. J'ai vécu beaucoup d'intimidation. C'était une école régulière. Ensuite de ça, j'ai fait plusieurs écoles. Si je te demande à toi, selon ton expérience, qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux pour ton apprentissage, d'être dans une classe régulière ou dans une classe spécialisée? Forcément, je te réponds une classe régulière. OK. Pour être certain de toucher un petit peu à toutes les sphères d'études puis de situation de la vie. Donc, toi, tu n'as pas senti que parfois, peut-être, l'apprentissage allait trop vite pour toi? Non, vraiment. Puis tant même que j'ai un amour fou d'apprentissage. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai pas décroché et que je suis resté énormément d'années jusqu'à l'école Rabastalière où j'ai eu mon diplôme d'études secondaires. Félicitations. Merci. Parce que c'est vraiment un débat en ce moment, Dominique. On voit de plus en plus de gens qui ont des troubles du comportement, TSA, TDAH. On se demande, est-ce que pour leur apprentissage, c'est plus positif ou plus efficace de les mettre dans des classes régulières ou spécialisées, ou s'ils ne veulent pas avoir l'étiquette de « je suis différent », hein, Guillaume, sûrement que ça ne te tente pas d'avoir cette étiquette-là. C'est surtout à l'adolescence que j'ai senti que je l'avais. Cependant, c'est vite parti à partir de l'âge de 20 ans, à l'âge adulte. Dominique, en tant que spécialiste d'un peu du TSA, qu'est-ce que tu penses qui est le mieux? Encore là, ça peut être une combinaison d'accommodements. Je veux dire, il y a des gens qui vont faire une partie de leur secondaire, par exemple, dans quelque chose de plus spécialisé, c'est-à-dire un groupe restreint. Par contre, exemple rendu en secondaire 2, bien, ils peuvent intégrer des classes qui vont être régulières. Donc, je pense que c'est important de s'adapter parce que le trouble du spectre, ça le dit, c'est un spectre, c'est assez large. Donc, chaque individu est différent. C'est selon où la personne est rendue. C'est ça. Donc, les accommodements, on peut pas... Je trouve ça difficile de dire, nécessairement, on va les mettre en spécialisé ou en régulier, parce que peut-être que pour une matière en particulier, bien, que la personne a une facilité, puis qu'être intégré dans un groupe de maths régulier, ça va aller. Puis dans un autre groupe, bien, ça demande plus de concentration. Donc à ce moment-là, ça serait plus Mais je dois mentionner, comme on parle d'école,
que j'ai eu énormément de soutien de ma famille et de mes proches. C'est Je important. me dois de les remercier sincèrement, les membres de ma famille. Oui. Oh, c'est bien. Bien, j'aime ça, dans le fond, de ne pas demander noir ou blanc, de plus y aller avec comment la personne se sent. Y aller avec les sentiments, oui, Ouais. la capacité, la confiance. À partir de quel degré de sévérité un enfant autiste ne peut pas suivre un parcours classique du cheminement scolaire? Mais là, c'est difficile de répondre. Ça dépend des accommodements que les écoles vont fournir. OK. Parce que, par exemple, si quelqu'un est de un type, type niveau 3, par niveau exemple. 3, par exemple, souvent, il y a des gens qui vont être non-verbaux. Donc, à ce moment-là, qui ont besoin d'adaptation comme des pictogrammes ou des routines. Il y a certaines écoles qui vont aller assez loin. Puis même si ça se peut que la personne n'ait pas de déficience intellectuelle, donc à ce moment-là, elle peut être en mode d'apprentissage. Mais si les écoles adaptent des choses en particulier pour un niveau 3, bien, la personne pourrait aussi apprendre autant qu'une autre personne, mais ça prend plus d'accommodement. À Exact. Il ce faut que niveau-là. l'école soit adaptée à C'est son ça, niveau. Tout à fait. Guillaume, quels sont les enjeux que tu vis dans ton quotidien? Il y a évidemment la préparation de la journée qui peut être un petit peu plus difficile. Il y a aussi les sous-entendus, les jeux de mots, les jokes. Puis certaines Par consignes. exemple, si moi je fais un jeu de mots, tu vas avoir peut-être de la difficulté à le comprendre, c'est ça que tu veux dire? À savoir si c'est vraiment ça que tu veux dire Ah, OK, oui. ou si c'est... Par exemple, quand des personnes sont sarcastiques, peut-être? Oui, exactement. Ça peut être Mais difficile. j'ai eu beaucoup d'améliorations encore. Ouais. Il y a de l'amélioration partout, vu le recul que je fais à chaque fin de la journée pour dresser un bilan positif de ce que j'ai fait. Ou quand que je suis rendu bien content, je me suis dit, là, Guillaume, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu dois travailler? Mais c'est ça qui est bien, c'est progressivement. Tu ne vas pas dire le lendemain, là, je vais avoir acquis ça. Non. Ça marche par étape par étape. Puis c'est Faut être parfait. persévérant. C'est parfait dans le bilan de la journée suivante. Là. Tu vas dire, c'est vrai que j'ai réussi ça. Ou parfois, je lis même les courriels que j'envoie à des amis. Je dis, OK, j'ai fait ça aujourd'hui. Finalement, je me relis, je dis, c'est vrai que je suis rendu là. C'est vrai que je l'ai appris et je l'ai réussi. Fait que ça fait un plus pour moi, puis un plus pour tout le monde parce que j'aime le partager. C'est bien. Tu parlais au secondaire que tu avais vécu un peu d'intimidation. Ça doit faire une partie des enjeux que tu as eu à vivre? Pas énormément parce que c'est juste arrivé à un épisode particulier dans ma vie. C'est pas... c'était pas chaque jour, c'était pas très difficile non plus. Seulement, oui, ça faisait partie des enjeux. Puis il y a aussi les consignes quand elles sont trop nombreuses. OK. Les 4e ou 5e, il va y avoir une confusion d'interprétation dans celle-ci. OK. Donc, par exemple, à l'école, on donne beaucoup de consignes. C'est ça. On va me chercher la craie sur le bord du tableau. Je vais peut-être te revenir avec la brosse. Ah! Ouais. Ce qui va être difficile parce qu'il va y avoir bon. trop d'informations à traiter. Ah, OK. Donc, est-ce que c'est un peu au niveau de l'organisation, des fois? Que... Bien, ça touche les fonctions exécutives. OK. Nos fonctions exécutives, c'est les premières, c'est les fonctions les premières à je veux dire, le plus loin qui vont se développer. OK. Les dernières à disparaître aussi. On parle d'organisation, planification, on parle de résolution de conflits. Donc, effectivement, d'être capable au niveau de l'attention, concentration, ça en fait partie aussi. Donc, à ce moment-là, bien, d'avoir plusieurs étapes dans une consigne, il faut décortiquer la consigne pour que ça soit clair. Faire Là, le ça devient un peu tout mélangé. C'est comme des parents qui vont demander à un jeune de faire le ménage, va faire le ménage de ta chambre. Oui. Ça implique quoi, faire le ménage de la chambre? C'est ça, Ou pas dire que fais attention à ça. Mais ça peut être bien des affaires. Fait que c'est pas précis, puis c'est froid, je trouve. C'est extrêmement froid de dire ça. Donc, c'est important d'être précis. Un bon choix de mots. Oui, puis bon choix de mots. D'éviter de trop souvent tomber dans les standards qu'on entend aujourd'hui. C'est la vie, puis cette affaire comme ça. Je suis pas capable. C'est bon. Il y a certains mots certaines phrases que j'ai beaucoup de misère ou que je n'accepte pas. Cependant, je m'adapte aux situations. Moi, je dis toujours, on est obligé de s'adapter, mais on n'est jamais obligé d'accepter quelque chose. Une bonne phrase. Guillaume, tu fais parfois des conférences pour parler du syndrome d'Asperger. Est-ce que tu en as une prochainement? Il y a soit le 5 mars, que je suis pas sûr qu'elle va avoir lieu, mais OK. peut-être que oui, à Saint-Bruno de Montarville, chez Douceur et Petit Pois.
Et sinon, il y a celle du 13 mars qui, elle, va avoir lieu à l'Université de Montréal Wow! pour l'AGPOM. C'est OK. des étudiants en psychologie. Université Très de Montréal. intéressant. Et là, tu as fait une vidéo pour la journée de la persévérance scolaire. Les journées. Les journées de la persévérance scolaire. Peux-tu nous en parler de cette vidéo-là? Oui, j'ai contacté la personne responsable des journées de la persévérance scolaire pour lui dire que je faisais des témoignages. Ça, je voulais qu'elle me branche un petit peu. Oui. Cependant, elle m'a dit je connais pas grand monde pour les brancher, mais je vais transférer tes messages. Et aussi, je t'invite à fournir une vidéo et de me la rendre, que je vais pouvoir la publier sur les journées de la persévérance scolaire pour inciter les jeunes à aller jusqu'au diplôme. Et c'était chose faite, 57 secondes de contenu. Juste une fois que j'ai repris, puis j'ai envoyé. T'es meilleur que moi? Le 14 février, ça a été publié parce que c'était la vidéo coup de cœur des Wow! gens de l'équipe et la plus visionnée, qu'on m'a dit. Félicitations, Guillaume. Moi, j'admire beaucoup ta détermination. Merci. Dominique, c'est peut-être une question difficile à répondre, mais il semblerait qu'on retrouve 4 fois plus souvent l'autisme chez l'homme que chez la femme. Pourquoi, selon toi? En fait, il y a des nouvelles données. Ah, OK. C'est 3 garçons pour une fille. Maintenant. 3 garçons pour une fille. Oui, donc les filles sont beaucoup mieux diagnostiquées, je dirais, présentement. C'est qu'ils ont peaufiné les évaluations diagnostiques et c'est que les filles passent sous le spectre, c'est-à-dire ils vont être beaucoup plus caméléons. OK. Donc, à ce moment-là, ils vont observer beaucoup les autres jeunes filles, puis ils vont calquer un peu les comportements des autres. C'est intéressant. Donc, c'est plus difficile À détecter. à détecter. Puis souvent, bien, il y avait des mauvais diagnostics, parce qu'étant donné qu'ils jouent un personnage un peu, exemple, que ce soit au niveau de leur métier ou que ce soit au niveau des comportements qu'ils adaptent, bien, à ce moment-là, des fois, bien, ça pouvait avoir... pouvaient recevoir des diagnostics de bipolarité ou des choses comme ça, donc des mauvais diagnostics. Mais on en retrouve beaucoup plus parce qu'ils ont ajusté les évaluations. Moi, on parlait d'immaturité. Ah? Moi, on parlait d'immaturité. Ah! Quand on est Au allé début, voir ouais, OK. quelqu'un que je connais, Nathalie Poirier, qui m'a OK. dit Asperger. OK, super. Il y a une autre problématique qui est bien présente, c'est le manque de ressources pour les personnes autistes de 21 ans et plus. D'ailleurs, la Fondation Véro et Louis a pour mission de construire des maisons pour héberger les adultes autistes. Quelles sont les ressources que les adultes autistes perdent et quelles sont les alternatives possibles? Bien, en fait, c'est que il est possible pour eux d'aller à l'école jusqu'à 21 ans. OK. Après 21 ans, bien, le milieu scolaire, bien, n'est plus présent. OK. Donc, pour les ressources, puis surtout que les mandats des centres de réadaptation ont changé avec les années, donc ils n'ont plus le mandat, je dirais, d'occupation, d'offrir de l'occupationnel, des services d'activité de jour. Donc, à ce moment-là, bien, ça devient plus complexe, effectivement, pour les familles qui se retrouvent avec leurs enfants, des gens qui travaillent. Donc, il n'y a pas nécessairement des gardiens ou gardiennes qui peuvent veiller à ça. Donc, je sais qu'il y a quelques organismes communautaires qui sont en train de développer ou qui en ont déjà développé des services pour ces gens-là. Mais effectivement, des lieux d'hébergement comme la Fondation Louis Véro, c'est excellent aussi c'est une problématique actuellement. Là. Mais effectivement, il y aurait lieu de pouvoir développer davantage là, de services. Guillaume, je peux-tu te demander, tu as quel âge? 32 ans. 32 ans. Donc, toi, à 21 ans, est-ce que tu as senti un peu, tu t'es senti perdu? Tu as senti qu'il y avait un manque de ressources pour toi ou non? Tout à fait le contraire que l'adolescence. OK. L'adolescence, puis même à l'enfance, je me suis dit, est-ce que je vais conduire un jour? Est-ce que je vais aller en appartement? C'est quoi l'appartement? C'est quoi le côté le fun de l'appartement? Je ne le connaissais pas. Donc, tout ça, ça te créait plus de l'angoisse? Oui, puis le travail, évidemment. Seulement, être concierge dans un complexe sportif, celui Sport Scène à Mont-Saint-Hilaire, ça me permet d'apprendre un peu plus de la vie puis de me divertir. Donc, trouver un travail, ça a été facile pour toi? Oui, parce que j'avais des bons contacts puis j'entrais en relation avec les autres plus facilement que je pensais. Une question qui est bien importante, qu'on doit se poser en tant que société, pourquoi l'autisme est en hausse dans les dernières années? Bien, en fait, il est en hausse. Je dirais que les gens sont plus sensibilisés aussi. OK. Ils sont plus, je parlais Plus tantôt, informés, plus peut-être? informés, puis je parlais aussi des évaluations diagnostiques qui sont peaufinées. Étant donné que les gens
vont plus être soucieux des manifestations. Donc, à ce moment-là, bien, je pense que la hausse, c'est que même, moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire ou quoi que ce soit, puis j'ai des gens en tête que probablement qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, mais qu'à ce moment-là, c'était inconnu. Donc, mais moi, je pense que le fait que les gens sont plus sensibilisés, puis que ce soit médecins, les spécialistes, parce que ce ne sont pas tous les spécialistes qui sont familiers non plus avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, plus ça va, plus on en voit aussi, que ce soit dans des séries télévisées ou quoi que ce soit, les gens font des coming out aussi de trouble du spectre de l'autisme. On peut penser à Louis T. Serge Denoncourt, dernièrement. Donc, effectivement, les gens sont plus à l'affût de ça. Là. Puis, je communique même parfois avec Julie Le Breton pour lui donner des nouvelles, parce qu'elle faisait un rôle dont le personnage était... Pas le personnage qu'elle a joué, mais un de ses confrères était Asperger dans l'émission, Mauvais Karma. OK, fait que tu donnais des conseils pour bien représenter un peu le Non, TSA. du tout. Non? Du tout. C'est juste pour la tenir informée de mes conférences, mes progrès aussi. Puis elle était très fière parce qu'elle voyait un peu du personnage qu'elle a connu là-bas. Puis, de manière générale, tu en vois des personnages qui ont un TSA. Est-ce que tu trouves qu'on représente bien la réalité? À la télé ou dans la vie? À la télé, les personnages qui jouent une personne autiste ou Asperger. Le meilleur exemple, c'est Jules dans L'heure bleue. OK. Je trouve que c'est le meilleur qui est parfait dans son rôle. Et, je dois lever mon chapeau à Frédéric Lemay. Super. Merci beaucoup, Dominique, Guillaume. C'est une conversation très importante qui touche plusieurs personnes, donc je suis contente qu'on ait pris le temps d'en parler. Merci Merci ta à belle toi. émission. Merci beaucoup. Vous savez, Focus est un sujet qui me tient énormément à cœur, mais je le fais en grande partie pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur la page Facebook ou YouTube de TV Laval, pour nous donner des suggestions. Donnez-nous des sujets qui vous intéressent, qui piquent votre curiosité. Ça va me faire un plaisir de les aborder.